La base d'Incirlik, au sud de la Turquie, à moins de 40 km de la frontière syrienne, a été frappée par une attaque coordonnée, des drones explosifs, des roquettes guidées à courte portée, plusieurs hangars détruits, des avions de transport américains mis hors service. Au moins une douzaine de militaires blessés, évacués. Et le plus sidérant dans tout ça, les systèmes de défense américains qui protégeaient cette base n'ont pas répondu à temps. Pas parce qu'ils n'existaient pas, ils existaient, mais parce que l'attaque est venue du mauvais côté. Les radars américains surveillaient le sud, la Syrie, l'Irak, les fronts actifs connus. Personne, absolument personne côté américain, n'anticipait une menace venant du nord, du territoire turc, du territoire allié. Et c'est exactement depuis ce flanc que l'attaque a été lancée. Depuis une zone contrôlée par des factions liées à Ankara, des groupes que la Turquie prétend surveiller mais qu'elle connaît très bien, trop bien même. Voilà ce que les journaux télévisés ne vous disent pas. Voilà ce que les grandes chaînes résument d'une phrase, une attaque attribuée au Hezbollah. Point. Fin de l'analyse. Passons au sport. Non, on ne passe pas au sport. Parce que ce n'est pas juste le Hezbollah. Ce n'est pas une milice improvisée qui a décidé un beau matin de frapper la plus puissante armée du monde sur le sol d'un pays membre de l'OTAN. Ce genre d'opération, ça ne se prépare pas en quelques jours. Ça ne s'improvise pas. Regardons les détails techniques, parce que les détails, c'est là que se cachent les vraies réponses. Les drones utilisés n'étaient pas des drones kamikazes classiques de grande taille. C'étaient des engins petits, très petits, volant à basse altitude, conçus précisément pour échapper aux radars conventionnels. Ils ont volé en formation, rasant le sol, contournant les tours de surveillance. Ils n'ont allumé leur moteur qu'à environ 5 km de l'objectif, 5 km. Ce qui veut dire qu'ils ont parcouru une grande partie du trajet silencieusement, sans émettre de signal thermique ou électromagnétique détectable. Ce niveau de planification, ce n'est pas une milice, c'est des forces spéciales, c'est du renseignement militaire de haute qualité. Ces gens connaissaient les patterns de vol des aéronefs sur la piste, ils connaissaient les angles morts des systèmes de défense américains. Ils savaient exactement où étaient positionnés les systèmes CERAM, ces défenses antiaériennes, courte portée, que Washington déploie pour intercepter précisément ce type d'engin. Et ils ont contourné tout ça. Comment? Guerre électronique. Des sources multiples parlent de brouillage, des fréquences de commandement américaines. Un système de perturbation électronique qui a neutralisé partiellement la capacité de réponse automatique des défenses de la base. Et là, quand j'entends guerre électronique déployée sur sol turc sans que la Turquie l'intercepte ou s'y oppose, deux noms me viennent immédiatement. Deux noms seulement. La Russie, l'Iran. Ce sont les deux seules puissances capables d'opérer ce genre de dispositif en territoire turc sans que Ankara bouge le petit doigt, soit parce que la Turquie n'a pas pu les détecter, soit, et c'est l'hypothèse la plus sérieuse, parce qu'elle a choisi de ne pas les voir. Maintenant, parlons des acteurs réels derrière cette attaque. Parce que l'image officielle dit « Hezbollah ». La réalité, elle, dit autre chose. Tous les indicateurs sérieux, toutes les sources régionales, tous les rapports de renseignement qui commencent à filtrer pointent vers une opération conjointe. Le Hezbollah, oui, mais coordonné avec la force Quds, la branche des opérations extérieures des gardiens de la révolution iranien. Ce sont eux qui fournissent la planification stratégique, les systèmes de guidage, la logistique de précision. Et avec le soutien opérationnel de factions locales, des groupes qui évoluent dans cette zone frontière entre la Turquie et la Syrie depuis des années, avec une liberté de mouvement que seul un État souverain peut tolérer ou ignorer délibérément. Et le Hezbollah n'a pas de frontière commune avec la Turquie, rappelons-le. Ce qu'il a en revanche, ce sont des cellules dormantes, des réseaux de coordination dans le nord de la Syrie, des liaisons logistiques qui passent par des zones que la Turquie contrôle, surveille et qu'elle laisse visiblement fonctionner. Certaines sources sérieuses, et je pèse mes mots,
évoquent même la possibilité d'une implication indirecte russe ou chinoise dans la fourniture de renseignements opérationnels. Ça peut paraître énorme. Mais quand vous regardez le niveau de précision de cette attaque, le degré d'infiltration de l'information sur les dispositifs américains, il est très difficile d'expliquer ce niveau de sophistication sans une source de renseignement de premier ordre. Les Américains ont été pris totalement par surprise, totalement, dans leur propre base, sur le sol d'un allié. Et ça, c'est une défaillance d'une magnitude rare. Et maintenant, venons-en à la question centrale, la question que tout le monde esquive. Qu'est-ce que la Turquie savait? Et quand est-ce qu'elle l'a su? Parce que le silence d'Ankara est assourdissant. Des heures après l'attaque, rien. Aucune condamnation. Aucun message de solidarité envers les soldats américains blessés. Aucune promesse d'enquête. Rien. Et la Turquie, souvenons-nous, est membre de l'OTAN depuis 1952. Elle possède la deuxième armée la plus importante de l'Alliance Atlantique, juste derrière les États-Unis. Et face à une attaque perpétrée depuis son propre territoire contre un allié, elle se tait. Ce silence n'est pas une omission, c'est un message. Le MIT, le service de renseignement turc, l'un des plus efficaces et des mieux implantés de la région, surveille depuis des années les cellules du Hezbollah, les connexions entre ces groupes et la force Quds iranienne, les mouvements dans la région de Hatay, qui est précisément la zone d'où sont partis les drones. Ils savent qui sont ces gens. Ils savent où ils vivent. Ils connaissent les véhicules utilisés, les noms des officiers iraniens qui coordonnent les opérations. Ils ont des satellites. Ils ont un réseau d'informateurs locaux très dense. Il n'y a pas, humainement, techniquement, structurellement, aucune possibilité que le renseignement turc n'ait pas vu se préparer cette opération. L'accumulation de lanceurs de roquettes dans une zone qu'ils surveillent, le mouvement de drones dans un secteur qui est dans leur radar depuis des années. Impossible de manquer ça. Alors si Ankara savait, et on peut raisonnablement considérer que oui, le silence n'est pas de la négligence. C'est une directive qui disait très clairement « on ne bouge pas, on laisse faire ». Et maintenant, posez-vous cette question. Qui profite de cette attaque? Pas l'Iran directement, même s'il marque des points symboliques importants. Pas le Hezbollah, dont la présence opérationnelle au Liban et en Syrie reste sous pression. Non, la grande puissance qui sort gagnante de cet épisode, celle dont la position géopolitique dans la région vient de se renforcer considérablement sans qu'elle ait tiré un seul coup de feu, c'est Ankara. Erdogan essaie depuis des années de se débarrasser de ses bases américaines. Pas ouvertement, pas brutalement, parce qu'il ne peut pas rompre avec l'OTAN. Il en a besoin comme protection contre une menace russe potentielle, même si Moscou est son partenaire commercial. Mais ces bases américaines l'étouffent. Elles limitent son autonomie stratégique. Elles représentent une épée de Damoclès permanente. Parce qu'une base américaine en Turquie, ça ne sert pas seulement à surveiller la Syrie ou l'Iran. Ça sert aussi, potentiellement, à surveiller Erdogan lui-même. Et les Turcs n'ont pas oublié 2016, le coup d'État, les connexions supposées avec des acteurs liés aux États-Unis. Cette méfiance-là, elle est structurelle, elle est profonde. Alors quand une attaque détruit du matériel américain sans toucher un seul objectif turc, sans blesser un seul soldat turc, en laissant la base d'Encirlik partiellement inutilisable, ce qui se produit dans le cabinet d'Erdogan, mes amis, ce ne sont pas des inquiétudes, ce sont des sourires discrets. Regardons maintenant la mécanique géopolitique en profondeur, parce que c'est là que ça devient vraiment intéressant. La Turquie veut depuis des années plusieurs choses de Washington. Premièrement, une zone de sécurité dans le nord de la Syrie. Une zone tampon pour contenir les milices kurdes que les États-Unis ont soutenues, armées et entraînées pour combattre Daesh et que la Turquie considère comme des organisations terroristes. Washington n'a jamais voulu accorder cette zone parce que ça impliquerait de trahir des alliés kurdes qui ont versé leur sang dans cette guerre. Deuxièmement, la levée des sanctions imposées à la Turquie
pour avoir acheté le système anti-aérien russe S-400, un achat qu'Erdogan a fait en sachant parfaitement les conséquences, parce qu'il voulait avoir une défense qui ne dépend pas de Washington, une défense que personne ne peut désactiver à distance. Ça dit tout sur le niveau de confiance entre les deux alliés. Et troisièmement, que les États-Unis arrêtent de traiter la Turquie comme un junior partner, comme un pays qu'on consulte quand c'est utile et qu'on ignore le reste du temps. Ces revendications, Washington les a ignorées pendant des années. Et maintenant, alors que les restes des aéronefs américains fument encore sur la piste d'Incirlik, qui a le sartin por el mango, comme on dit en espagnol, qui tient le manche de la poêle, c'est Ankara, c'est Erdogan, parce que demain matin, il peut sortir devant les caméras avec un visage grave et contrit et dire « Nous condamnons cette attaque contre nos partenaires américains, nous allons mener une enquête ». Et ça ne changera strictement rien à ce qui s'est passé. L'attaque a eu lieu depuis son sol. Ses services savaient. Et ils n'ont rien fait. C'est le grand art de l'extorsion géopolitique. Et Erdogan en est le maître absolu. Il ne signe pas, il n'affirme pas, il ne nie pas. Il laisse les événements parler pour lui. Et le message est limpide. Si vous voulez que je protège vos bases, il faudra me donner ce que je demande. Sinon, je ne garantis rien. Maintenant, abordons la partie la plus délicate de cette analyse, parce que certains d'entre vous se demandent peut-être « Mais au fond, pourquoi les États-Unis tiennent-ils autant à cette base en Turquie ? Ce n'est pas juste une question de logistique militaire, ce n'est pas juste une question de surveillance régionale. Incirlik, c'est aussi là que les États-Unis stockent des armes nucléaires tactiques. Une partie de l'arsenal nucléaire américain dispersé dans plusieurs bases à travers le monde, prêt à être déployé dans un délai court. On estime que plusieurs dizaines d'armes nucléaires de type B-61 sont stockées à Incirlik. Et si cette base devient partiellement inutilisable, si sa sécurité est compromise, Washington se retrouve face à un problème stratégique immense. Soit il rapatrie ses armes et reconnaît publiquement que la Turquie n'est plus un territoire sûr pour les stocker, ce qui serait une gifle diplomatique historique. Soit il les laisse là et assume que des armes nucléaires américaines sont entreposées dans une base qui vient d'être attaquée et dont la protection locale est douteuse. Et la Turquie sait très bien ce qu'elle fait en laissant cette situation se détériorer. Avoir des armes nucléaires étrangères sur son sol, c'est un joug, c'est une contrainte permanente, mais c'est aussi une monnaie d'échange extraordinaire. Et Erdogan joue sur les deux tableaux. Voilà où nous en sommes. Et voilà pourquoi ce qui s'est passé à Incirlik n'est pas juste un épisode tactique dans une guerre régionale. C'est un tournant stratégique, parce que cette attaque brise le mythe fondateur de l'OTAN depuis 1949. L'idée que le territoire allié est sanctuarisé, que la guerre s'arrête aux frontières de l'Alliance. Ce mythe, il vient de prendre une roquette en plein cœur, littéralement. Et la réponse que Washington va devoir formuler va être extrêmement complexe. Parce que regardez la situation dans laquelle les États-Unis se retrouvent. Le territoire attaqué est turc, pas américain. C'est le sol turc qui a été utilisé comme base de lancement. Dans le strict sens juridique du droit international et du traité de Washington, qui donc devrait activer l'article 5, la clause de défense collective, ce devrait être Ankara. Ankara qui devrait dire « On a été attaqué chez nous, l'Alliance doit répondre », sauf qu'Ankara ne se sent pas attaqué. La Turquie n'a subi aucune perte, et le Hezbollah ne représente pas une menace existentielle pour Erdogan. Donc le mécanisme de réponse collective de l'OTAN est complètement paralysé. Les juristes de l'Alliance débattent depuis des heures de ce scénario absurde dans lequel un pays membre a subi une attaque sur son sol, depuis son sol, contre les forces d'un autre pays membre et considèrent visiblement que ça ne le concerne pas. Et si les États-Unis, de leur côté, prétendent que c'est leur territoire qui a été violé, les Turcs peuvent très légitimement répondre « Depuis quand la base d'Incirlik est-elle territoire américain ? Elle est là depuis les années 1950.
Oui. Depuis la guerre froide? Oui. Mais c'est le sol turc. Toujours. Les scénarios qui se profilent maintenant, et je vous en donne 4, sont tous complexes. Premier scénario. Washington répond militairement en Syrie ou au Liban, frappe ciblée contre les infrastructures du Hezbollah ou des forces Quds. Résultat, escalade régionale immédiate, et la Turquie regarde en applaudissant discrètement, en se positionnant comme médiateur indispensable. Deuxième scénario. Washington choisit la retenue diplomatique, négocie directement avec Ankara pour obtenir des garanties de sécurité. Résultat, Erdogan obtient ses concessions, la zone de sécurité en Syrie, la levée des sanctions sur le S-400, une position de force inédite. C'est ce qu'il voulait depuis le début. Troisième scénario. L'OTAN tente d'activer formellement un mécanisme de réponse collective. Résultat, paralysie institutionnelle, débat juridique interminable et exposition de la fragilité réelle de l'Alliance face à une menace hybride, non conventionnelle, venue de l'intérieur. Quatrième scénario, le plus dangereux, l'absence de réponse claire est interprétée comme une faiblesse par l'axe Téhéran-Moscou. D'autres attaques similaires suivent, d'autres bases, d'autres pays membres, et le précédent d'Incirlik devient le manuel opératoire pour déstabiliser l'OTAN de l'intérieur. Parce que c'est bien ça, l'enjeu fondamental. Ce qui vient de se passer n'est pas une démonstration de force contre les États-Unis. C'est un test grandeur nature de la résistance de l'OTAN à une attaque qui respecte formellement les frontières tout en les violant dans les faits. Et il faut bien comprendre pourquoi la base d'Incirlik existe depuis 1951. Elle a été construite au cœur de la guerre froide comme un point de projection de puissance contre l'URSS à portée de frappe du sud de l'Union soviétique. Elle a survécu à la fin de la guerre froide, aux tensions entre Washington et Ankara, aux crises de 2003 quand la Turquie a refusé l'accès à ses bases pour l'invasion de l'Irak, aux tentatives de coup d'État de 2016 où Erdogan avait même temporairement coupé l'accès électrique de la base. Elle a survécu à tout ça. Et là, pour la première fois, elle a été frappée. Directement. Massivement. Depuis le flanc que personne ne surveillait. Ce que ça dit sur la vulnérabilité américaine dans la région est considérable. La plus puissante armée du monde vient de voir une de ses bases stratégiques réduite en partie en cendres parce qu'un allié supposé n'a pas jugé utile de la protéger. Et personne dans cette armée ne l'a vu venir. Le message envoyé à Moscou, à Pékin, à Téhéran. Les bases américaines ne sont pas invulnérables. Les alliances de l'OTAN ne sont pas inconditionnelles. Et entre deux partenaires qui se méfient l'un de l'autre, un vide de confiance peut devenir une faille opérationnelle béante. Erdogan a mis des années à construire cette position. Il a acheté le S-400 russe en sachant qu'il allait se faire sanctionner. Il a bloqué l'adhésion de la Suède à l'OTAN pendant des mois pour arracher des concessions. Il maintient depuis des années des liens commerciaux et diplomatiques avec Moscou, tout en restant formellement dans l'Alliance atlantique. Il a bâti méthodiquement une souveraineté stratégique à l'intérieur d'une alliance dont il connaît les limites. Et Poutine l'appelle « mon très cher et vieil ami ». Ce n'est pas anodin. Alors ce que vous venez de voir, cet amas de tôle fumante sur la piste d'Incirlik, c'est aussi le résultat de 20 ans de politique étrangère américaine dans la région, d'un manque de cohérence vis-à-vis des Kurdes de Syrie, d'un soutien conditionnel et calculé à des milices qui ont servi les intérêts de Washington avant d'être abandonnées, d'une incapacité à comprendre qu'Erdogan ne sera jamais un allié docile parce qu'il a construit sa carrière politique entière, 23 ans au pouvoir, 23 ans sur l'idée qu'il est celui qui résiste à l'Occident. Chaque bombe qui est tombée sur cette base est un argument de plus qu'Erdogan va utiliser à la table de négociation. Elle dit « Regardez, quand vous ne m'écoutez pas, voilà ce qui arrive. Et maintenant, de quoi avez-vous besoin ? D'une Turquie coopérative ? Très bien, voici le prix. C'est ça, la géopolitique réelle, pas celle des discours de l'ONU, pas celle des communiqués de l'OTAN.
celle qui se joue dans les silences, celle qui se construit dans les interstices, entre ce qu'on dit et ce qu'on laisse faire. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette analyse, vous faites partie de ceux qui comprennent que les grands événements géopolitiques ne se lisent pas en surface. Ils se lisent dans les détails, dans les silences, dans les données que personne ne vous montre. Alors posez-vous cette question et donnez-moi votre réponse dans les commentaires. Pensez-vous que la Turquie était au courant avant l'attaque? Ou croyez-vous vraiment qu'un pays avec le deuxième plus grand arsenal militaire de l'OTAN et l'un des services de renseignement les plus efficaces du monde a vraiment perdu le contrôle de 40 km de sa propre frontière? Moi, j'ai ma réponse. Je veux lire la vôtre.